Bonjour et bienvenue sur le podcast Femmes et Mères du Monde, le podcast qui part à la rencontre de femmes inspirantes. Partageons, inspirons et grandissons ensemble. Je suis Audrey, je suis doula. J'accompagne les femmes de façon émotionnelle et physique depuis la conception jusqu'au postpartum et dans ce chamboulement qu'est la maternité. Je propose une rencontre découverte de 30 minutes pour échanger sur vos attentes, mes accompagnements et voir si le lien magique opère. Je suis aussi ambassadrice d'Otera. J'utilise les merveilleuses huiles auprès de mes clients et clientes autour de la fertilité, des émotions, de l'équilibre hormonal. De façon plus globale, j'accompagne les personnes qui souhaitent faire une transition vers plus de naturel, accompagner leurs émotions et leur bien-être au quotidien. J'aspire à rendre l'aromathérapie accessible, sécuritaire et ludique. De ce fait, je propose des coachings gratuits de 30 minutes personnalisés. N'hésitez pas à me solliciter sur ce point. Également maman de 4 enfants, je fais un tour du monde à la voile avec ma famille, d'où l'idée de ce podcast. Bonne écoute! Coucou Louise! Salut Audrey. Bon, alors aujourd'hui, bienvenue déjà dans mon podcast et merci d'être venue témoigner. Merci à toi pour l'invitation. J'ai hâte de partager ce moment avec toi. Cool. Donc en fait, c'est un podcast qui a pour vocation, dans mon voyage en fait, d'interviewer des femmes ou des mères qui vont m'inspirer et pour lesquelles j'aurais envie de vous retranscrire leur expérience. Donc Super. Louise, en fait, je l'ai rencontrée avant mon voyage. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois déjà, par Instagram. Et donc, j'ai de suite accroché de par son profil un peu atypique. Elle a beaucoup voyagé, elle est très ouverte d'esprit. C'est une vraie leader. Elle a une grande force de caractère, mêlée à une immense douceur. Et elle choisit toujours de voir le beau qui l'entoure. Donc, je suis très contente de travailler avec elle désormais. Je pourrais t'interviewer, je pense, sur toute ta vie en long, en large, en travers. Mais en fait, je voudrais aujourd'hui que tu nous parles de 2 choses qui m'intéressent plus particulièrement. Donc, ton aventure chez doTERRA et ton ascension plutôt chez doTERRA et ta vision de l'équilibre au féminin et de l'équilibre de la vie pro et vie perso. Et bien évidemment, de ton accouchement qui date de pas si longtemps, 1 mois et demi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Ton accouchement à la maison, donc dans une nouvelle région en plus, dans une nouvelle maison. Moi, en tant que doula, forcément, moi, j'adore les récits d'accouchement. Donc, je voudrais que tu m'en parles un peu plus. Voilà. Avec grand plaisir. Alors, on commence. J'espère qu'on aura le temps de parler de tout parce que je voudrais pas que ça dure trop longtemps. On verra. Est-ce que tu peux te présenter, Louise, ta famille, ton âge, où tu habites, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Louise Marius. Je vis actuellement en Ardèche. Je suis revenue dans la région il y a maintenant presque 3 ans. Je suis à la base originaire du nord de la France où je suis née. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, quand j'avais 4 ans. Ma mère s'est remariée et on a eu la chance de vivre une expatriation quelque part parce qu'on est venu s'installer dans la région Rhône-Alpes quand j'avais 10 ans. Et voilà, donc j'ai vécu la plus grande partie de ma vie de ma vie d'enfant avec ma maman et le nouveau mari qu'elle avait rencontré. Je suis du coup issue d'une famille recomposée. Ma maman a eu 2 enfants, mon papa en a eu 3. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée dans la région Rhône-Alpes, on s'est installé dans un petit village de la Drôme et j'ai rencontré mon mari à l'âge de 13 ans. On s'est jamais quittés depuis. Je n'ai eu qu'un amour dans ma vie, c'est lui. Et puis, on a tout de suite été très, très fusionnels. On était tous les deux des rêveurs, en fait. On a eu tous les deux une passion qui nous animait depuis qu'on était tout petits. Donc, lui, boulanger, moi, dans la création, je voulais devenir styliste. Et puis, on a tous les deux fait nos études dans
dans nos secteurs de métier. On s'est vraiment épanoui là-dedans. Et depuis qu'on était tout petit, on avait un rêve qui était un rêve commun. On voulait partir vivre à Miami. Alors pourquoi? Je n'en ai aucune idée, mais c'était notre rêve. C'était vraiment ce qu'on voulait faire. Voilà, donc on voulait accomplir ce kiff tous les deux ensemble. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous les deux fait nos études. Après la fin de mon diplôme de styliste, j'ai ouvert ma première boutique de robes de mariée en France. Et au bout de 3 ans, bon, bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, quand on est entrepreneur, au bout de 3 ans, on a des grosses charges salariales qui arrivent. Et à 23 ans, je pense que c'était un petit peu trop pour moi à gérer. J'étais une vraie créatrice, mais pas forcément une très bonne entrepreneuse. Et du coup, ça a été un petit peu un coup de massue pour moi parce que je n'avais pas du tout anticipé toutes ces charges et voilà, clairement. Donc, on s'est dit qu'en fait, c'était le bon moment pour repartir de zéro et partir enfin vivre notre rêve américain. Et donc, on est parti vivre à ce moment-là à Miami. On a tout plaqué. J'ai revendu ma boutique de robes de mariée. On a quitté notre appartement, revendu tous nos meubles et puis on a gardé une valise chacun, un chien chacun aussi parce on avait deux petits chiens à l'époque. Et puis, on est parti vivre à Miami avec clairement pas un sou. Et voilà, en fait, vu que mon mari était boulanger, c'est vrai que c'est un métier qui s'expatrie très, très facilement. Donc, on a débarqué en Floride, tous les deux. Et puis bon, on a vécu plein d'expériences extraordinaires. Donc ça n'a pas été facile tous les jours parce que je crois qu'au bout d'une semaine, on était déjà à découvert. Ouais. On était vraiment en mode galère. Puis surtout, on parlait pas un mot d'anglais tous les deux parce qu'on avait fait des études professionnelles. Et quand on fait des études professionnelles en France, il y a pas ces options langues. Et du coup, voilà. Anglais proche du néant, mais on s'est quand même pas mal débrouillé. Ah oui, On avait, d'accord, ok. ouais, c'était Bravo. assez cool. Merci. Et donc, on a vécu 6 ans en Floride avec une belle ascension parce que bah, aux États-Unis, quand on a des caractères comme les nôtres, d'entrepreneurs et de rêveurs et de déterminés, en général, on peut aller très loin très rapidement. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Mon mari a monté les échelles et il a été boulanger pour Air France pendant pas mal d'années. Il a été boulanger pour la NBA. Il a été, enfin voilà, il a eu pas mal de collaborations avec des très grosses boîtes américaines. Et moi, en parallèle, bon, c'était un peu plus galère parce que j'avais pas les papiers au départ pour travailler, donc je faisais beaucoup de travail illégaux, donc c'était beaucoup de stress, mais c'était fun aussi. Quand on est jeune et qu'on n'a pas d'enfants, on aime bien partir un peu à l'aventure et tenter des expériences un peu bizarres. Mais voilà, et puis à un moment donné, j'ai eu enfin mes papiers très longtemps après lui, mais j'ai enfin eu un permis de travail. Et du coup, j'ai décidé de recréer une entreprise dans la création. Mais cette fois-ci, le monde du mariage m'attirait un petit peu moins. Donc, j'ai créé une marque de maillots de bain et de vêtements de sport qui était assortie pour toute la famille. Donc, là aussi, ça a été une belle ascension parce que, ben, voilà, au début, je travaillais de chez moi, puis après, j'ai eu des employés. Donc, c'était cool, hein, c'était vraiment cool. Mais le souci, c'est qu'aux États-Unis, ben, nos dépenses mensuelles sont quand même assez élevées, donc on travaille comme des malades. Mon mari travaillait quasi 7 jours sur 7, moi aussi, et puis ça suffisait pas, donc j'ai décidé de me relancer dans le monde, dans le domaine du mariage en parallèle, et je suis devenue wedding planner pour les Français qui souhaitaient se marier à Miami. Donc j'avais deux activités qui marchaient très très bien toutes les deux. Mon mari, pareil, à fond dans le boulot. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec tout ça, mis bout à bout, j'ai fait un burn-out. J'ai complètement atteint mes limites. Et puis surtout, je ne savais plus qui j'étais. Je pense que ça arrive à beaucoup de personnes quand on arrive aux alentours de 25 ans. On se cherche, puis on a vraiment besoin de se trouver parce qu'on est complètement désorienté. Et puis, ce qu'il faut visualiser, c'est que quand on s'expatrie, il faut un petit peu vous imaginer que c'est un arbre, en fait, qu'on va venir désenraciner, puis on va essayer de le replanter ailleurs. Mais il n'y a pas la même culture, il n'y a pas le même soleil, il n'y a pas la même terre. Et du coup, c'est très, très difficile de refaire repousser un arbre n'importe où. Et du coup, psychologiquement, on peut passer par des tourments assez compliqués à gérer. Donc tout ça mis bout à bout, bah, ça a fait que il a fallu vraiment que je reprenne
ma santé, mon bien-être en urgence. Sinon, je sais pas où je serais au jour d'aujourd'hui, mais je serais pas dans un endroit super fun, je pense. Et c'est là que la vision de la vie a commencé à changer pour moi. J'ai eu besoin de faire beaucoup de développement personnel pour me trouver. Et en fait, par la force des choses, je suis devenue professeure de yoga. Donc, j'ai suivi ma certification en Floride. C'était vraiment une expérience extraordinaire qui m'a énormément fait cheminer. J'ai énormément changé au travers de ça. Puis, je me suis rendu compte que, au travers de ma vie à Miami, tous les excès que je pouvais faire, tout ce monde superficiel dans lequel je vivais, bah, ça ne me correspondait plus, en fait. Moi, je voulais me reconnecter à l'essentiel. Et le fait de devenir prof m'a beaucoup, beaucoup aidée dans mon cheminement personnel. Le fait d'aider les autres, ça m'a permis de m'aider moi-même, en fait. Et puis ensuite, on en a eu un petit peu marre de notre expérience aux États-Unis parce qu'en fait, on a vécu donc 5 ans à Miami, on a vécu 1 an en Californie. Après, on est revenu en Floride, mais s'installer un petit peu plus au nord de Miami, dans une ville un peu plus familiale. Mais voilà, on avait envie de découvrir autre chose. Et du coup, on a décidé de partir vivre au Canada. Donc, on a loué un énorme camion et on a traversé tous les États-Unis avec nos 2 chiens, nos 2 chats et tous nos meubles. Nos voitures aussi, parce qu'on on avait, dans notre rêve américain, acheté une Camaro et c'était inconcevable pour nous de nous en séparer. Donc, on a traversé tous les États-Unis avec cette voiture tractée derrière cet immense camion qui, je crois, faisait 25 mètres de long. Enfin, c'était juste un énorme délire. Puis on a traversé tous les États-Unis avec ça. En 36 heures de voyage, ça a été un voyage où on n'a pas du tout visité parce que on ne s'est pas arrêté forcément avec un camion comme ça. C'est très compliqué, mais ça a été une expérience de folie. Surtout qu'on est parti de la Floride, il faisait 35 degrés. Et quand on est arrivé au Canada, il faisait déjà -10. Donc en 36 heures, on avait perdu 40 degrés. Mais Wow. c'était juste ouf, 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 de pas le vivre en montant dans un avion et en redescendant, mais de le vivre vraiment tout le long du chemin, ces degrés qui diminuent, puis ces paysages qui changent tellement, c'était incroyable. Et puis du coup, on s'est installé au Canada. Mon mari, pareil, a travaillé en tant que manager pour la plus grosse structure du Québec. Il était à la tête de 3 boulangeries, d'une équipe de 50 personnes. Enfin, c'était un truc de dingue. Et du coup, moi, j'ai ouvert mon premier studio de yoga au Canada. Et puis un jour, j'étais en train de faire cours. Puis il y a une élève qui est venue me voir à la fin et qui m'a dit, écoute, Louise, je vois que tu utilises des huiles essentielles, mais je vais être honnête avec toi, ce que tu fais, c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Parce qu'en fait, à l'époque, j'utilisais les huiles et j'étais persuadée que leur seul objectif était d'apporter un parfum d'ambiance dans mon studio. J'avais pas du tout conscience que les huiles essentielles avaient des propriétés autres. Et du coup, elle m'a proposé de me former au sein d'un laboratoire qui s'appelle donc doTERRA pour devenir conseillère. Donc, j'ai accepté son invitation parce que c'était une formation qui était gratuite, ça ne pouvait que m'enrichir et j'allais avoir un super accessoire à proposer à mes clients, à mes élèves. Donc, je me suis formée, j'ai découvert une nénette extra. On a tout de suite énormément fusionné toutes les deux. Elle habitait juste à côté de chez moi, donc ça me permettait aussi de rencontrer des personnes parce que quand on s'expatrie, on recommence tout à zéro. Donc, elle m'ouvrait un petit peu son réseau aussi et ça me permettait de sortir de chez moi et puis de m'enraciner au Québec. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de blocages par rapport au marketing relationnel. J'avais été élevée dans une culture où c'était pas forcément très bien vu. Voilà, l'étiquette de la conseillère, de la représentante Tupperware, j'étais pas super alignée avec ça et du coup, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à me lancer dans cette activité. Et puis ensuite, je suis tombée enceinte de ma première fille, donc de Joy. Et là, une envie viscérale de rentrer en Europe. En fait, j'avais envie de me rapprocher de ma famille. Pas forcément envie de rentrer en France, mais envie de me rapprocher de ma famille et d'être plus proche géographiquement. Et puis à ce moment-là, en fait, mon mari a été débauché par Joël Robuchon à Londres, qui ouvrait, il était décédé, mais l'enseigne Joël Robuchon ouvrait sa première boulangerie à Londres. Et du coup, voilà, ils ont appelé mon mari pour venir manager tout ça. Donc, on a de nouveau tout quitté. Tout quitté en l'espace de 2 semaines. On a vendu tous nos meubles, quitté la maison dans laquelle on vivait, qui était vraiment extra. Enfin, c'était une maison magnifique. Et puis, voilà, naïvement, on est parti comme d'habitude. On ne se pose pas de questions, hein, quand des opportunités comme ça s'ouvrent à nous. On est parti.
Donc, on a quitté le Canada, beaucoup de galères à ce moment-là, parce qu'on avait nos deux chiens, nos deux chats, puis les faire quitter le territoire, c'était un peu l'enfer. Donc, moi, mes mois de grossesse commençaient à Mmh. quand même bien avancer. Donc, moi, je suis rentrée avant de plus pouvoir prendre l'avion. Puis, mon mari m'a rejoint un mois après. On s'est donné rendez-vous donc à Londres. Et en fait, c'était un petit peu particulier parce que à Londres, si tu veux pouvoir être suivi d'un point de vue médical, il faut que tu aies une adresse. Et trouver un logement à Londres, c'était absolument l'enfer. Surtout qu'on quittait notre maison du Canada qui faisait 400 mètres carrés. Et pour le même budget, parce qu'on avait à Londres, c'était un petit studio et Mmh. tenir à deux, plus un bébé, plus deux chiens, plus deux chats dans un studio, enfin voilà, on n'arrivait rien à trouver en fait. Et puis, au bout de 7 mois et demi de grossesse, là, mon mari m'a dit, écoute, c'est bon, on rentre en France, on n'a pas d'autre option. Là, ça fait plus de 2 mois que tu n'as pas eu de suivi. Moi, je ne voyais pas de problème, hein, mais bon, apparemment, c'était quand même un peu risqué ce que j'entends au jour d'aujourd'hui. Mais moi, à l'époque, je ne voyais vraiment pas où était le problème. Je savais que j'allais très bien, je savais que mon bébé allait très bien. Et, donc, voilà, il a réussi à me convaincre. Et puis, on est rentré en France en se disant, bah, on attend que Joy arrive. Et puis, dès que Joy revient, on repartira soit à Londres, soit ailleurs, peu importe, mais on repartira. Et donc, on arrive en France. Et puis, bah, là, ça a été très compliqué pour moi parce que j'avais préparé tout au long de ma grossesse, donc au Canada, un accouchement à domicile. C'était vraiment mon rêve. Je voulais pas du tout aller à l'hôpital. Pour moi, c'était inconcevable d'aller à l'hôpital parce que je ne comprenais pas pourquoi un enfantement devait être médicalisé. Et, du coup, quand je suis arrivée en France, j'ai voulu me reconnecter à une sage-femme qui faisait des accouchements à domicile. Et ben, du coup, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait que 70 en France. Donc, ça a été Ouais. une grosse, grosse douche froide. J'ai essayé de contacter celle qui était le plus proche de mon domicile, mais elle me prenait, elle aussi, pour une folle en me disant, mais attends, t'as plus dans 1 mois et demi. Mais nous, on aime bien quand même suivre les mamans dès le Mmh. début, puis on n'a plus de place, en fait, tout simplement. Donc bref. Le stress commençait à monter parce que je voulais vraiment, vraiment pas aller à l'hôpital. J'ai quand même été visiter une maternité, mais à la fin, j'étais en pleurs parce que je comprenais rien à ce qu'elle me racontait. Un- elle me parlait une langue qui était complètement différente de celle qu'on Ouais. m'avait partagée depuis le début de ma grossesse. Mais bon, je me suis quand même inscrite à la maternité. Et puis, j'ai fini par trouver une sage-femme qui a accepté de me suivre. Elle habitait quand même assez loin de chez moi, à 1 heure et demie, mais elle a accepté de me suivre parce que je pense qu'elle a vu un petit peu dans la détresse dans laquelle j'étais. Et je la remercierai jamais assez d'ailleurs, Manuel. Et puis voilà, donc on s'est installé, on a retrouvé un appartement. Et 3 semaines avant, on a eu donc la fameuse dernière écho où là, la sage-femme t'annonce que tout va bien et que si tu le souhaites, enfin si tu le souhaites, si ton bébé arrive maintenant, tu n'as aucune inquiétude à avoir, il sera en parfaite santé. Et moi, j'en avais marre de cette grossesse. Ça me paraissait tellement long, tous ces voyages qu'on avait fait, tous ces déménagements. J'avais vraiment envie d'avoir mon petit bébé puis de me poser enfin. Et du coup, là, j'ai mis en place pas mal de petites choses pour déclencher le travail, en fait, 3 semaines à l'avance. Et ça a fonctionné parce que bah, le lendemain de tous mes petits exercices, je perdais la poche des os. Et donc, du coup, bah, j'ai appelé ma sage-femme pour qu'elle vienne vivre cet enfantement à la maison. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant ces dernières semaines en France, j'ai côtoyé ma famille, mes amis, différents professionnels de la santé qui ont ancré en moi des blocages, des peurs que je n'avais pas eues auparavant. Et du coup, ça a donné que le jour J, j'avais envie d'enfanter à la maison, mais j'avais plein de blocages en fait dans mon subconscient. Du Ouais. coup, le travail a duré 48 heures et au bout de 24 heures, ma sage-femme m'a dit, écoute, là, ça commence à être un petit peu long, ça fait 24 heures que tu as perdu la poche des os, on a un risque d'infection, donc je préférais qu'on se dirige vers la maternité. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis voilà, je vous passe les Ouais. détails de mon accueil à l'hôpital. Ça a été l'enfer. Ma sage-femme n'a pas pu rentrer parce qu'elle faisait de l'accouchement à domicile, donc elle a été vue comme une vraie sorcière. Toute l'équipe médicale m'a pris pour une folle d'avoir voulu enfanter à la maison. Ça a été horrible. On m'a mis de la morphine alors que j'avais eu une expérience morphine quelques années auparavant et j'étais devenue complètement addict, voire complètement droguée. Et mon mari leur avait interdit de m'injecter de la morphine et ils l'ont quand même fait. Après, j'ai eu le droit aussi
à des injections de sérum physiologique dans le bas du dos. Donc, on a compris après que la sage-femme avait voulu pratiquer ça pour me créer une douleur afin que j'oublie la douleur de mes contractions. Ah Donc, ouais. ouais, donc ça a été plein de petits épisodes comme ça. J'ai aussi eu le droit à... Parce qu'à un moment donné, j'ai demandé la péridurale parce que j'étais vraiment trop en souffrance. Et je m'étais pas du tout préparée à ce qu'était une péridurale, donc je ne savais pas du tout comment c'était injecté. Et la sage-femme est arrivée, elle m'a collé un coussin sur le visage, elle m'a serré très très fort comme si elle voulait m'étouffer. Et l'anesthésiste est arrivé derrière, m'a injecté la péridurale. Tout ça en disant à mon mari, sortez immédiatement de la chambre parce que si vous assistez à l'injection de la péridurale, vous allez être traumatisé à vie. Enfin, voilà, ça a été plein de mots comme ça, d'expériences comme ça qui ont été extrêmement traumatisantes. Résultat, ma fille est sortie par voie basse, elle était en parfaite santé. Au bout de 48 heures, ça restera quand même l'un des plus beaux jours de ma vie parce que quand ils l'ont posée sur mon ventre, ben, tout était devenu absolument merveilleux. Mais voilà, dans les mois qui ont suivi, j'ai eu énormément de séquelles. J'ai eu un postpartum absolument atroce. J'ai pleuré pendant à peu près 3 mois non-stop. La péridurale était vraiment surdosée. Je ne sentais plus rien. J'ai eu des soucis digestifs aussi qui ont été très problématiques. Et puis, bah voilà, un petit peu mon parcours de retour en France. J'ai accueilli ma fille dans ces conditions. Et puis ensuite, une fois que le postpartum s'est terminé, on s'est quand même posé la question si on restait là, si on repartait. Et puis en fin de compte, on était quand même bien chez nous à retrouver la simplicité et la facilité de la vie en France. Mmh. Alors, c'est pas tant le fait de retrouver notre famille et nos amis, puisqu'ils avaient tous avancé durant presque nos 10 ans d'expatriation. Et du coup, on s'est pas forcément senti à notre place à ce niveau-là. Mais par contre, on se sentait vraiment en sécurité parce que c'est vrai que la vie aux États-Unis, la vie au Canada, la vie à Londres, on est dans des systèmes de santé qui sont très approximatifs, très insécures. Et du coup, c'était beaucoup de stress. Puis il y avait aussi à mêler à ça le stress des visas. Et puis là, avec notre petit bébé, on ne se voyait pas revivre ça tout de Mmh. suite. Donc, on a décidé de rester en France et puis de se relancer dans des projets de vie. Donc, donc Et moi, du coup, j'ai voulu... pardon, vas-y, je t'écoute. Excuse-moi. Non, je te disais, j'ai voulu profiter de mon postpartum à fond. Donc, je suis restée près d'une année sans rien faire. Je ne faisais plus de cours de yoga. Je ne travaillais plus au sein de doTERRA. Enfin, j'étais toujours cliente, bien sûr, mais je ne développais plus cette activité. Et puis, bah, mon mari, lui, s'est relancé dans un projet. Il a souhaité ouvrir sa première boulangerie. Donc on a travaillé là-dessus. Et puis, quand même, au bout d'1 an de ma fille, j'ai eu envie de reprendre une activité pour sortir un petit peu de mon cocon. J'en avais besoin de me sentir exister de nouveau en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse et pas juste en tant que maman. Mais le souci, c'était que le Covid s'était installé à ce moment-là de ma vie, à ce moment-là de ma vie professionnelle. Et du coup, c'était inconcevable pour moi de faire cours masqués, de faire cours en distanciel. Moi, ce que j'aime dans les cours de yoga, c'est vraiment le contact physique, pouvoir, euh, pouvoir m'imprégner de l'énergie de mes élèves, travailler sur tout un psychique, sur toute une spiritualité. Et là, c'était plus possible, en fait. Donc, la seule option pour pouvoir faire rentrer un petit peu de l'argent, parce qu'on va pas se mentir, on était en dèche financière au top du top, il a fallu que bah, je trouve une solution pour pouvoir rester à la maison, m'occuper de ma fille, tout en développant une activité professionnelle axée sur le bien-être, où je pouvais être libre de mon emploi du temps, où je pouvais être voilà, sans patron, parce que voilà, en ayant été entrepreneuse toute ma vie, je voulais vraiment dépendre de personne. Et puis, bah, j'avais mes petites villes qui étaient face à moi, qui m'appelaient, qui me disaient, écoute, Louise, là, il y a peut-être quelque chose à aller chercher, il y a peut-être quelque chose à aller développer. Et puis, bah, j'ai décidé de travailler sur tous les blocages que j'avais pu avoir auparavant par rapport au marketing relationnel et de relancer la machine, mais de la relancer all-in, c'est-à-dire à 3000%, parce que j'avais pas le choix, parce que j'avais ma fille maintenant qui me motivait. Et du coup, voilà, en janvier 2021, j'ai repris mon activité en tant que conseillère, mais j'ai décidé d'aller plus loin dans l'expérience, dans l'aventure, parce que je suis devenue aussi formatrice.
Et très rapidement, bah, cette activité est devenue une vraie passion, une vraie vocation. Là où je pensais être simplement une gentille petite conseillère d'huile essentielle qui allait pouvoir changer le quotidien de plein de familles, bah, en fait, j'ai compris que ma véritable vocation au sein de cette entreprise, c'était de devenir une leader et d'accompagner des femmes à faire le même métier que moi. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est 1 an et demi, un peu plus maintenant, après mon vrai lancement au sein de chez doTERRA. Je suis leader Gold, donc c'est un joli rang chez doTERRA. Je Oui. suis à la tête d'une équipe qui est composée, je pense, au jour d'aujourd'hui, approximativement de 90, si ce n'est pas plus, conseillères sur toute la France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, le Mexique, l'Angleterre. Voilà, j'ai des ambassadrices un petit peu partout que j'accompagne quotidiennement à différents niveaux parce que bah, certaines personnes de mon équipe sont devenues elles aussi des leaders. Donc, mon travail aujourd'hui, ce n'est plus de conseiller les huiles essentielles, même si je le fais toujours sans m'en rendre compte. Ce n'est plus de former des conseillères, mais en fait, c'est de former des conseillères à former des conseillères qui formeront à leur tour des conseillères. Donc, j'ai développé durant ces derniers mois une vraie âme de leader. Et puis, c'est surtout que j'ai dû travailler en profondeur sur mon propre développement personnel, parce que mon travail au jour d'aujourd'hui, c'est d'accompagner toutes ces femmes à s'émanciper et surtout à prendre confiance en elles, à prendre conscience de leur puissance et à travailler vraiment très en profondeur leur propre développement personnel. Il y a Donc, des hommes voilà. aussi, hein. Il y a des Oui, hommes il y a aussi. des âmes, c'est vrai. Il y a des âmes, c'est vrai. Et d'ailleurs, le travail est plus intense avec eux. Mais j'y arrive. Ouais, C'est j'en doute. challengeant, mais j'y arrive. Donc voilà un petit peu mon parcours de vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, jeune maman qui a accueilli son deuxième petit bébé il y a un peu plus d'1 mois et demi maintenant. On est toujours en Ardèche. On vient d'acheter une jolie maison pour accueillir notre grande famille avec pour objectif bah oui, mon mari a aussi réussi entre-temps à ouvrir sa boulangerie qui marche très très bien. On a développé un concept euh, un petit peu atypique pour la France parce qu'on a ramené toutes nos expériences des États-Unis, du Canada, puis on a synthétisé tout ça dans un seul et même lieu. Donc c'est vraiment un lieu qu'on adore et on est vraiment fiers de ce qu'on a créé avec cette boulangerie. Et puis notre objectif, c'est que dans quelques mois, ou enfin, on va peut-être dire dans quelques années, doTERRA soit devenu le plus gros de notre rentrée d'argent pour que mon mari puisse prendre sa retraite. Donc, on garderait toujours la boulangerie parce que c'est un bébé qui nous est cher, mais on aimerait pouvoir retenter l'expatriation, mais d'une façon différente, en gardant notre chez nous ici en Ardèche pour avoir un point de rattachement, pardon, Mhm. pour pouvoir revenir facilement en France quand on en a envie, mais de s'autoriser à voyager 3 à 6 mois dans l'année dans différentes destinations, puis continuer à parcourir le monde, mais avec beaucoup moins de stress, plus toute cette anxiété des visas, des papiers, des working permits, des assurances santé, parce que avec un pied à terre en France, on aurait cette liberté. Oui, donc plus en mode voyage en fait. Plus en mode voyage, mais bon, quand même, quand tu restes 3 ou 6 mois dans un Oui, même endroit, ça ressemble quand même à une petite expatriation à mes c'est yeux. clair. C'est clair, c'est clair. Tu as le temps de te mêler à la population locale, tu as le temps Mm, de rencontrer des gens, de trouver tes points, c'est clair. Tu as c'est ça. trop Donc bien. là, notre première destination en vue pour l'année 2023, ça serait de partir 1 à 2 mois au Costa Rica avec nos petits bébés. Là, on se relance un premier, parce que bon, ça fait quand même 3 ans qu'on n'a pas voyagé. Et du coup, on a besoin de reprendre confiance en notre âme de, de voyageurs, mais D'aventurier. d'aventuriers. Mais c'est vrai qu'on a eu 2 bébés depuis, donc ça sera plus du tout le même type d'aventure, puisque là où on partait vraiment à l'arrache à chaque fois, sans réfléchir naïvement, on fonçait vers des nouvelles aventures. Ben là, on peut difficilement faire ce genre de choses avec des enfants. Enfin, je pense qu'on pourrait le faire, mais on n'oserait pas maintenant, Mm. au jour d'aujourd'hui. Et du coup, là, on part au mois de septembre, un peu plus de 2 semaines
On, on a loué un camping-car et on va faire le tour de la Corse. Donc, c'est quelque chose qui est incroyable parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a jamais visité notre propre pays. Quand on C'est ça. s'expatrie très jeune, on va vers des destinations très atypiques et en fin de compte, on ne connaît même pas notre propre pays. J'ai jamais fait les châteaux de la Loire. Mon mari n'a jamais été en Bretagne, en Alsace, Monaco, j'ai jamais été. Enfin, des destinations qui peuvent paraître vraiment très simples pour la plupart des Français, mais qui pour nous, en fait, sont complètement inconnues. Donc là, En on fait, avait le fait de partir, je pense que le fait de partir te fait voir ton pays avec des yeux différents. complètement. Parce Ah, que je mais pense qu'il y a complètement. aussi beaucoup de Français qui n'ont pas visité la France, tu vois. Enfin, Mmh. Ouais, c'est ça, hein. mm, Là, du coup, on va partir 2 semaines, un peu plus de 2 semaines en camping-car. Donc, grosse découverte pour moi aussi parce que je suis un peu princesse sur les bords et j'ai besoin d'avoir un certain confort. Donc, le camping n'était pas envisageable pour moi. Et on s'est dit camping-car, bon, on a quand même tout le luxe en mode itinérant. On a trouvé un camping-car avec douche, cuisine, salle de bain, génial. deux vrais lits. Ouais, bon, il y a même de la télé. Bon, on s'en fout un petit peu de la télé, mais voilà, il y a vraiment plaque à induction. Enfin, c'est un petit appartement roulant, donc ça me va très bien. Et Non. on va pouvoir découvrir ce que c'est que le voyage en famille avec deux petits bébés, un de 2 ans et demi et un d'1 mois et demi. Donc j'ai hâte, je compte les jours. J'ai déjà. C'est plus du tout la même vision qu'auparavant, ou avant, comme je vous disais, je ne prévoyais absolument rien. Ah oui, là, ouais. Mm. Là, t'anticipes quand même un minimum, Et encore, tu allaites. Donc ça t'enlève un bon paquet de logistique. complètement. Mais ce qui est bien quand tu voyages avec ta maison, et surtout quand tu as des petits, c'est que tu bouges avec tes affaires. Et donc la logistique, tu vas devoir la penser au départ et à l'arrivée. Mais Complètement. Bah, en après, fait, c'est ce qu'on s'est dit pour ce voyage en Corse, c'est que on aurait pu décider de louer un RV en Corse et d'y aller en voiture, quoi. Mais d'un point de vue financier, ça aurait été peut-être plus intéressant. Mais là, j'avais vraiment envie d'être chez moi et tout installer chez moi pour être sûre de ne rien oublier. Et voilà, tout installer et comme tu dis, avoir sa maison ambulante, quoi. et puis même pour les enfants, ils gardent les repères, tu vois. Pour ta deux ans Ouais, et demi, elle va garder son odeur, son lit c'est ça, pendant plusieurs jours. Donc ça, c'est chouette quand tu veux visiter un c'est pays. ça. Top. Bon, alors du coup, tu m'as bien raconté enfin, depuis le début de ton parcours. Du coup, je ne sais pas si on part plutôt sur... on va rester du coup sur l'expatriation et puis après, on parlera de ton accouchement pour Swan. Oui. Euh, alors, est-ce que dans tous les pays que tu as traversés, est-ce que tu as eu des préférences ou une préférence? Alors, c'est très paradoxal parce que quand on est parti de la Floride pour aller en Californie, bon, bah, déjà, c'est sûr que je préférais la Floride que la Californie. La Californie, c'était vraiment too much pour moi. Hmm. Ensuite, quand on est parti vivre au Canada, quand j'étais au Canada, en fait, j'ai eu un véritable choc par rapport à la luminosité. C'est-à-dire qu'au Canada, en hiver, il va faire jour aux alentours des 10 heures, puis il va faire nuit à partir de 15 heures. Et j'avais vécu pendant Hmm. 6 ans dans un pays où la lumière était là en permanence, où il faisait 30 degrés toute l'année. Puis là, je passais à -40. On est même descendu pendant un mois, on était à -50. Et du coup, on était vraiment calfeutrés à la maison, on voyait personne, on... la lumière me manquait beaucoup. Et du coup, ça a été très, très difficile psychologiquement. Et donc, j'aurais eu tendance à ce moment-là de ma vie à te dire que je préférais de loin la Floride et les États-Unis. Au jour d'aujourd'hui, on est de retour en France. Et ce qui est très paradoxal, c'est que si demain on me dit, écoute Louise, on te donne les clés de ton ancienne vie en Floride ou on te donne les clés de ton ancienne vie au Canada, qu'est-ce que tu choisis? Je pense que je choisis le Canada. Pourquoi? Parce que pour moi, le Canada, c'est un pays où c'est beaucoup plus simple d'élever des enfants, où c'est beaucoup plus sain. Euh, il y a quand même une ouverture d'esprit autour du bien-être, de la connexion à la nature qui est complètement différente. Aux États-Unis, Hmm. on est à 3000 km. Déjà, il y a pas, par exemple, il n'y a pas de tri des déchets, il n'y a pas de.
moi, j'ai vécu une opération quand j'étais à Miami. J'ai vécu une augmentation mammaire. On a donné tous les médicaments à mon mari et on est allé acheter les médicaments à la sortie de la clinique, au même endroit où mon mari achetait ses paquets de clopes. Tu vois, c'était vraiment un monde complètement à part. Les écoles, ça coûte une blinde. Et puis, les enfants sont formatés dès tout petits, dès leur premier mois à la compétition, parce qu'on va leur faire passer des tests pour savoir s'ils peuvent rentrer dans telle ou telle crèche. Enfin, c'était juste. Aujourd'hui, c'est juste pas possible de m'imaginer que je vivrais dans ce genre d'endroit avec mes enfants, même si je sais qu'il y a beaucoup de choses très positives aux États-Unis également. Mais j'aurais tendance à plutôt retourner au Canada. D'accord, OK. Est-ce que tu considères du coup est-ce que tu te considères influencée par ces cultures et est-ce que tu saurais me dire quels éléments tu as récupérés dans la personne que tu es aujourd'hui? Oui, complètement. Je pense que mon expatriation aux États-Unis m'a fait prendre conscience que du moment où tu as un rêve et que tu es déterminé à l'atteindre, tu peux vraiment tout réaliser. Ça, c'est vraiment un truc aux États-Unis. Il y a des mecs qui débarquent de nulle part, qui n'ont aucune connaissance dans un sujet particulier, puisqu'ils vont créer autour de ce sujet une, euh, une entreprise qui va générer des milliards et des milliards de chiffres d'affaires. Et c'est ça que j'ai vachement aimé, en fait, c'est que je trouve que dans notre pays, on est toujours à la recherche de toujours plus de diplômes, toujours plus de certifications pour se rassurer, pour s'enlever le syndrome de l'imposteur. Et aux États-Unis, tu peux, si tu le souhaites, tout faire. Moi, Mmh. j'avais des potes qui arrivaient aux États-Unis qui allaient travailler au lycée français en tant que prof de français, quoi. Mmh. Elles n'avaient jamais fait d'études de prof de leur vie et elles étaient embauchées tout de suite avec des salaires de malades et ça se passait hyper bien. Euh, Moi, j'ai été pendant un moment assistante pour un shérif d'une ville au nord de Miami. Ça a été une expérience assez incroyable parce qu'en fait, c'était durant la période où j'avais pas mes papiers et où je venais juste d'avoir mes papiers. J'avais pas encore le courage de me lancer dans l'entrepreneuriat, donc je voulais juste trouver un petit job en attendant de savoir exactement comment ça se passait pour créer une boîte, etc. Et, euh, et donc, je parlais pas un mot d'anglais et je découvre une annonce sur Craigslist, qui est l'équivalent du Bon Coin en France. Et l'annonce, je la traduis littéralement, il y avait marqué housekeeper, donc je traduis ça sur mon Google Traduction et ça traduit gardienne de maison. Donc j'appelle, le mec me propose un entretien, j'y vais quand même bien pomponné parce que moi je me suis dit gardienne de maison, super, le mec, il habitait sur Sunny Island, c'est une des îles les plus les plus riches de Miami. Et en fait, la maison dans laquelle il vivait, c'était l'ancienne maison de Jennifer Lopez. Et donc, j'arrive dans cette baraque, je me dis, oh là là, mais génial, le mec part en vacances, je vais devoir m'occuper de sa maison, c'est trop bien, je m'occupe du chien, du poisson. J'étais en kiff total. Et là, donc, on fait l'entretien avec mon anglais plus qu'approximatif. Et puis, à la fin, il me dit, écoute, je suis vraiment désolée de te dire ça, mais t'as absolument pas compris l'annonce. Je suis à la recherche d'une femme de ménage. Du coup, j'étais tellement désespérée, puis j'étais tellement genre en admiration devant la baraque que je lui ai dit, ah non, mais ok, il n'y a pas de souci, moi, si je veux bien faire femme de ménage, il n'y a pas de problème. Et du coup, j'étais arrivée toute pomponnée. Il me dit, non, mais tu peux pas être femme de ménage, c'est pas possible, tu n'as pas la carrure, enfin, ça te correspond pas quand je t'entends parler, quand je vois comment tu es, quand tu me parles de ton parcours professionnel, que tu as travaillé dans le monde de la mode, tu peux pas devenir femme de ménage, ce n'est pas possible. Du coup, bon, un petit peu dégoûté, il me raccompagne à la porte. Il ferme la porte, il réouvre la porte, il me dit, ah, mais attends, si tu veux, je peux te créer un job. Je lui dis, comment ça, tu peux me créer un job? Il me dit, bah oui, écoute, vous en France, vous cuisinez super bien et puis vous êtes super fort pour la décoration d'intérieur et vous êtes super fort pour vous habiller. Oh, Donc les moi, ce que je te clichés. propose, c'est que tu deviennes mon assistante personnelle et puis que tu me fasses à manger, que tu redécores entièrement ma maison et que tu me rhabilles entièrement et que tu deviennes mon personal shopper. OK. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Donc forcément, je lui dis oui et il me crée donc ce job. Il me demande même, il me dit, écoute, combien tu voudrais gagner par de l'heure, quoi. Donc tu t'imagines le truc, Mmh. la scène est improbable. Donc je lui annonce là mon tarif en me disant, bon, au pire, annonce-lui le max du max et tu verras bien ce qu'il te dit. Donc là, je lui donne $40 de l'heure, il me dit OK. Donc j'ai bossé pour lui pendant à peu près un an.
Donc, c'était assez fou. J'organisais ses voyages, j'allais faire ses courses, etc., etc. Et bon, au bout d'un an, ça s'est arrêté parce que je me suis rendu compte que c'est pas pour rien qu'il m'avait payé $40 de l'heure. Ouais. Voilà. Qui arrive très très souvent aux États-Unis, enfin, à Miami, les sugar daddy. Toi, tu arrives là naïvement avec ta petite culture française, puis tu te rends compte au bout d'un an en fait que le mec, il aime juste ta présence en fait. Donc il y a Mm. absolument jamais rien qui s'est passé entre lui et moi, et je le voyais vraiment comme mon papa américain. Mais en fait, voilà, j'ai réalisé qu'il aimait bien ma présence et que c'était une relation qui était quand même un petit peu particulière. Malsaine. Donc j'ai décidé d'arrêter. Mais tout ça pour te dire que la vie, elle te réserve des surprises de malade et il faut jamais passer à côté des opportunités, même si c'est des trucs qui te paraissent débiles. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe dans ma vie, ben, j'y vais, je fonce. Et puis, une fois que j'ai foncé, ben, je vois ce qui se passe parce qu'en général, ça t'apporte, ça t'enrichit toujours. Bah, Donc c'est ça, sûr. c'est vraiment ce que j'ai récupéré des US. Après, ce que j'ai récupéré du Canada, ce que j'ai récupéré du Canada, c'est plutôt l'immensité de la nature, le fait de me reconnecter, de découvrir la Terre en fait. Découvrir la Terre. J'étais aussi dans ce cheminement-là personnel de ma vie où je venais de devenir professeur de yoga, donc j'avais un regard qui avait beaucoup changé, mais quand tu te retrouves face à ces paysages d'une immensité incroyable, où il n'y a rien pendant des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, c'est assez incroyable. Et puis, je pense que les Canadiens, quand j'étais aux États-Unis, vu qu'il y avait toujours un peu ce blocage de la langue, j'ai intégré beaucoup de choses de l'entrepreneuriat à l'américaine. Et quand je suis arrivée au Canada, ils ont la même philosophie, mais ils parlent la même langue que toi. Donc ça, j'ai pu travailler encore plus Mm. en profondeur que ce que j'avais déjà commencé aux États-Unis. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'était aussi différent au Canada dans le sens où même si on parle la même langue, ils n'ont pas du tout un comment dirais-je, une logique qui est comme la nôtre. Et du coup, ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit dans le sens où en France, on a un petit peu ce truc de se dire on est les plus forts, on est mieux que tout le monde. Pour avoir vécu différentes expatriations, à chaque fois, tu te rends compte que les Français, quand ils débarquent dans un pays, ils se prennent vraiment pour les rois du monde. Et du coup, quand je suis arrivée au Québec, j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur découvrir une autre culture qui, en effet, ils parlent la même langue que moi, mais ils ont un regard sur la vie, sur leur logique qui est complètement différente. Et du coup, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça me permet d'être beaucoup plus flexible quand j'ai des personnes qui sont en face de moi, de pouvoir m'adapter vraiment Mm. dans n'importe quelle situation. Et puis, ça m'a surtout permis de travailler ma patience, parce que je peux te dire que quand il fait moins 50 degrés pendant un mois et que tu ne sors pas de chez toi, tu n'as qu'à toi tu ne passes du temps qu'avec toi, donc tu te rends compte aussi à quel point la personne la plus importante sur cette terre, c'est toi en fait. Si t'es pas capable de passer du temps avec toi, bah t'es sacrément dans la merde. Donc du coup, voilà, je me suis rencontrée en fait au Canada. C'est sûr que quand tu vis dans des pays comme ça, ben, finalement, tu apprends à t'ennuyer, enfin, Ouais, en quelque sorte. Et exactement. puis, c'est vrai qu'on est tellement sollicité, on est tellement dans des vies de dingue que c'est pas plus mal parfois d'apprendre à rien faire, en fait. Enfin, moi, Ouais, je sais que j'ai vécu dans le nord de l'Allemagne aussi, donc il y avait peut-être beaucoup ouais, moins froid que chez toi, mais beaucoup enfin, très peu de luminosité. Et c'est ouais. vrai que j'ai le souvenir Ouais, d'avoir passé ouais, beaucoup de temps avec moi-même aussi. ouais, c'est ça. Mais c'est chouette. Après, Ouais. bon, au Canada, il y avait aussi toutes ces aventures un peu hors normes, très nord-américaines, où en fait, un jour, j'étais dans une salle de sport, parce que je m'étais inscrite dans une salle de sport pour essayer de rencontrer un petit peu du monde. Et j'étais sur mon tapis en train de courir, et là, il y a une nénette qui vient me voir et qui me fait: Et alors, excuse-moi, je voulais te demander, mais tu as quand même vraiment la caricature d'une professeure de yoga. Est-ce que ça t'intéresserait de donner cours là? Parce qu'on a 10 élèves qui attendent dans la salle, mais la prof n'est pas là. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu sais probablement, tu as un peu des bases en yoga. Donc, est-ce que tu peux aller la remplacer, s'il te plaît? Donc, j'y suis allée. Donc, bon, elle avait vu dans le mille parce que j'avais fini ma certification quelques temps auparavant en Floride. Et du coup, je me suis retrouvée à la tête d'un studio de fitness en tant que prof de yoga. Enfin voilà, c'est encore d'autres expériences qui sont assez incroyables. J'ai créé aussi l'aqua yoga. Parce qu'un jour, elle voulait que je remplace aussi le maître nageur pour donner des cours de natation, mais là, pour le coup, je n'avais pas du tout de qualification. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, je peux te proposer de faire cours de yoga, mais dans l'eau. Donc,
on a lancé des cours d'aqua-yoga au sein de cette chaîne de fitness au Québec. Et voilà, c'est plein de petites expériences. Je pourrais passer des heures et des heures à te raconter Ouais. mes mille et une vies, mais c'est chouette l'expatriation. Je sais que toi, vous êtes parti, puis vous avez déjà vécu, mais là, vous êtes parti pour un voyage extraordinaire. Puis je suis sûre qu'à la fin, tu vas avoir tellement d'anecdotes complètement folles à nous raconter. Et j'ai hâte de t'entendre à ton tour. Ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je retiens, c'est que, bah, en fait, c'est l'humilité, déjà, dans ce que tu me racontes, c'est que, bah, en fait, finalement, d'avoir rencontré autant de personnes, bah, tu te rends compte que, exactement comme les Français, enfin, quand tu dis que les Français, ils disent qu'on est un peu, ils sont un peu les rois du monde quand ils arrivent, bah, en fait, de rencontrer autant de monde, tu finis par gagner en humilité. L'action, parce qu'en fait, tout ce que tu dis, enfin, tout ce que tu dis, ce qui ont le point commun, le fil rouge, c'est que tout ce que tu as vécu, c'est parce que tu as actionné, en fait, à la base, à un moment donné. Mm. Donc, tu n'aurais pas pu vivre toutes ces expériences si tu n'avais pas actionné à un moment donné. Si tu étais resté chez toi, tu vois. Et puis après, bah, le risque à l'américaine, le fait que bah, forcément, quand tu prends des risques, tu as plus de chances que ça fonctionne, alors que si tu n'en prends pas du tout, ben, c'est sûr que ça va pas fonctionner, forcément. Mais voilà, donc c'est ce que je retiens de tes expériences, en tout cas. Et je comprends vraiment aussi le fait que Canada soit plus attirant avec des enfants que les États-Unis. Maintenant, on va essayer de parler de. J'aimerais bien connaître ta vision de l'épanouissement des femmes dans notre société. Bon, c'est un débat que je pourrais parler pour lequel je pourrais parler pendant des heures, mais je voudrais bien connaître ta vision à toi. Oh, waouh! Ça, c'est un sujet qui est super délicat pour moi parce que, euh, comment, je vais essayer de décrire ma vision, mais sans choquer les personnes qui écouteront ce podcast, parce que c'est une vision qui est un peu particulière. Après, il n'y a Mais, pas de vraie ou de bonne ou ouais, mauvaise non, réponse non, dans c'est cette sûr. question. Et C'est justement, sûr. enfin, moi, je suis vraiment pour dire. Je pense que c'est peut-être pas en choquant, mais en bougeant les lignes et les limites qu'on nous donne, qu'on va faire évoluer les choses. Alors, même si c'est extrême, chacun après Ouais, ouais, ouais. a la Bah, liberté en de fait, penser moi, ce qu'il veut. j'ai une. Alors, attends, il y a mon petit bébé Swan qui veut se rebrancher à sa petite prise. Tu as ça, mon amour? Non. Ok. Est-ce que tu peux me répéter ta question parce que je vais être sûre de Ouais. bien l'avoir comprise avant de dire de la merde. Quelle est ta vision de l'épanouissement au féminin dans notre société? En fait, si tu veux, moi, je pense qu'il y a des... Avant, les femmes, elles étaient à la maison en train de cuire du pain et s'occuper des enfants. Enfin, au pouvoir dans les grandes lignes. Maintenant, après, il y a eu un moment donné où les femmes, il fallait qu'elles aient exactement le même programme que les hommes, qu'elles fassent tout pareil. Et donc, finalement, on s'est tous un peu plus perdus, autant les hommes que les femmes. Et maintenant, on revient un peu au mode un peu slow, où on commence à passer plus de temps en famille, etc. Et donc là, maintenant, moi, Mm. se pose la question de l'équilibre vie professionnelle, vie perso, ça va changer. Tu vois, il y a des femmes qui vont être ultra épanouies en restant 100% à la maison et c'est top. Il y a des femmes qui vont devoir rester 100% du temps au travail. Mais toi, quelle est ta vision en fait pour toi de ton épanouissement en fait? Ouais, pour moi, mon propre épanouissement, c'est être capable de, de rester chez moi, d'être complètement libre de mon emploi du temps pour pouvoir profiter de toutes les secondes que l'univers m'a offert en devenant maman. Parce que je veux vraiment voir grandir mes enfants, mais pas juste quelques heures par jour. Je veux vraiment être avec eux et pouvoir partager tous ces premiers moments de leur vie, parce que c'est vraiment extrêmement important pour moi, que personne ne me vole ces moments et que je n'ai pas à payer quelqu'un pour vivre ces moments que je suis censée vivre moi, Mm. en fait. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais en même temps, c'est important d'être épanoui professionnellement et de leur montrer l'exemple dans le sens où s'ils ont des rêves plus tard, s'ils ont des rêves de métier, s'ils ont des rêves de voyage, tout ça, je veux leur avoir montré que quoi qu'il arrive, si, il faut qu'ils laissent personne leur gâcher leur objectif, leur gâcher leur rêve. Donc, mon quotidien au jour d'aujourd'hui, c'est réussir à balancer le fait de rester avec eux à 100%, mais aussi d'être capable de m'investir à 100% dans mes rêves et de les atteindre quoi qu'il arrive.
Mmh. Je le fais pour moi, c'est sûr, parce que bah, atteindre des rêves, c'est juste waouh. Tu vibres et tu te sens vraiment vivante. Mais je le fais surtout pour eux. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, bah, on m'a souvent dit que j'avais des rêves surdimensionnés, que je pourrais pas devenir créatrice, que je pourrais pas partir vivre aux États-Unis, que je pourrais pas partir vivre au Canada, que de toute façon, rester avec mon mari depuis tant de temps, c'était voué à l'échec, ça ne marcherait jamais, euh, que je pourrais pas devenir professeur de yoga. Enfin, à chaque fois que j'avais, et puis même aujourd'hui, que j'ai un rêve, quelqu'un va me dire que c'est impossible. Mmh. Et Je moi, vois. je veux protéger mes enfants parce que je veux déjà les accompagner, quoi qu'ils décident. J'irai les accompagner et je me battrai pour qu'ils accomplissent leurs rêves. Et surtout, je veux que personne, jamais personne, leur dise qu'ils sont incapables d'y arriver. Parce que rien n'est impossible. Donc, c'est ça un petit peu mon, mon- ma vision de ma vie au jour d'aujourd'hui. Mais après, si on part plus dans dans un débat de femmes entrepreneuriales, moi, mon objectif au jour d'aujourd'hui, c'est de permettre à un maximum de personnes, principalement des femmes, parce que c'est principalement des femmes que j'accompagne dans mon quotidien. Euh, Tu es toujours là? Oui, j'ai cru que ça Oui, s'est coupé, oui, pardon. oui, j'étais là. C'est vraiment voilà, de ce que je veux enseigner à mes enfants, je veux aussi l'enseigner aux femmes qui m'entourent. De leur Mmh. faire comprendre que personne n'a le droit de les empêcher de réaliser leurs rêves, que personne n'a le droit de déstabiliser leur puissance, que personne n'a le droit de dicter leur chemin parce que c'est les seuls maîtres à bord de leur vie et elles sont les seules à avoir le droit de décider où elles veulent aller. Mmh. Ouais. Leur donner confiance, en fait. Ouais, c'est Il y ça. a trop de monde enfin, il y a trop de gens, comme tu dis, qui, qui veulent te mettre, enfin, qui croient pas en toi et il en faut de plus en plus, quoi. C'est ça, mais après, moi, j'ai appris avec le temps à pardonner à toutes ces personnes parce que je me rends compte qu'en fait, quand moi, je pars dans mes nouveaux objectifs de vie, je suis simplement le reflet de ce qu'ils n'ont pas osé faire eux. Et je pense que ça doit être aussi très déstabilisant et ça doit les faire aussi beaucoup cogiter et ça doit faire remonter un certain malaise. Donc, quand j'ai des personnes qui réagissent de cette façon-là en face de moi, bah, j'ai pas de colère, j'ai juste de la peine de me dire, oh là là, mais t'imagines la tristesse, ils ont pas le courage, eux, d'aller au bout des choses. Ils vont juste traverser cette vie sans vraiment la vivre. Et quand ils vont arriver à dans les secondes qui vont précéder leur fin, ben, ils auront rien vécu, en fait. Mm. Et puis c'est important de se libérer parce que ça sert à rien d'avoir des émotions négatives ou d'avoir de la rancœur parce que ça va pas les amener à changer d'avis ou à revenir sur ce qu'ils ont dit. Donc Mm, autant faire ce travail-là et que je pense que tu as totalement raison sur cette analyse-là. Mais, complètement. euh, mais voilà, il faut pas enfin, enfin, se rendre toutes ces idées noires parce qu'en fait elles servent à rien, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu aimes dans ton travail au jour d'aujourd'hui? Oh, qu'est-ce que j'aime dans mon Je travail? sais que ça peut être long. J'aime ma liberté, j'aime le fait de me dire que j'accompagne quotidiennement des femmes à s'émanciper. J'aime recevoir le matin des messages, des dizaines de merci de mon équipe parce que grâce à moi, elles ont vécu des expériences extraordinaires, soit des expériences parce qu'elles ont accompagné des personnes vers un mieux-être, soit des expériences d'épanouissement personnel. J'aime voir mes collaboratrices atteindre leur objectif et shiner comme pas possible. J'aime avoir des retours de mes propres clients qui m'annoncent des grossesses grâce à tous les produits que je leur ai permis de se procurer. J'aime le fait de me dire que si demain j'ai pas envie de travailler, bah, il y a personne qui va me casser les pieds. J'aime me dire que dans un mois, je pars en Corse avec mon ordinateur et que je vais pouvoir travailler d'une plage tropicale. Euh, J'aime le fait de me dire que je vais pouvoir gagner des salaires sans fin si je décide de gagner des salaires sans fin et que j'aurai jamais quelqu'un qui va me dire, bah écoute, non, on peut pas te faire de promotion, c'est plus possible, tu as atteint le salaire maximal. J'aime me dire que grâce à ce travail, je suis en train de changer un monde entier, je suis en train de reconnecter des personnes à la vraie nature, à ce que une mère nature a à nous offrir.
J'aime rééduquer des gens à ne plus consommer des drogues au quotidien. Ah, Waouh, cette question, heureusement que je l'ai posée, parce que tu as voilà. bien résumé la situation. Bravo, génial, inspirant. Inspirant. Maintenant, une question un peu plus difficile. Est-ce que si tu devais choisir trois huiles, juste trois, Alors, au jour d'aujourd'hui, ça dépend un peu des saisons de l'année, mais je choisirais l'hélicris, ça c'est sûr, la rose, ça c'est certain, et je pense que je choisirais la lavande pour mes enfants. cool, merci. Est-ce que maintenant on va pouvoir parler de ton accouchement, Ah oui. de l'accouchement de Swan? Donc, bah, tu l'as raconté il y a pas longtemps sur les réseaux, mais est-ce que tu pourrais m'en dire quelques mots? Bah, quelques mots, je vais essayer Ça va être dur. de synthétiser tout ça pour pas que ça dure des heures, mais quand... Est-ce que je parle de ma grossesse ou est-ce que je parle juste de mon accouchement? De ton accouchement et puis peut-être de la différence avec bah, la grossesse, si tu veux, tu peux en parler aussi. Parle-en. Ok. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce deuxième petit bébé, il a mis du temps à s'installer parce qu'on avait vraiment envie d'avoir des enfants rapprochés. Et on a mis presque un an pour qu'il arrive, ce qui peut paraître très court pour certaines femmes, mais moi, ça m'a paru très long, surtout que Jerry était arrivé très rapidement. J'étais persuadée que j'avais aucun problème de santé, que mon mari avait aucun problème de santé. Je savais qu'il y avait un problème, mais je ne savais pas d'où ça venait. Et en fait, je suis allée voir quelqu'un qui travaille sur les blocages de lignée et j'ai compris un vendredi après-midi que j'avais reproduit un schéma, que mon cerveau pensait que j'allais reproduire un schéma familial. Et du coup, j'ai travaillé là-dessus et je suis tombée enceinte le lendemain. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous aussi, vous êtes confronté à des problèmes qu'on va appeler d'infertilité, des fois, c'est peut-être pas votre corps le souci, mais c'est peut-être votre cerveau qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller gratter. Donc, une fois que j'ai compris ça, que j'ai découvert ma grossesse, bon, bah, forcément, ça a été une nouvelle extraordinaire, surtout que quand j'ai fait mon test de grossesse, à ce moment-là, sur mon téléphone, il y a la chanson Alléluia qui est passée. Donc, ça a été un moment très riche en émotions. J'ai vécu une très, très belle grossesse et je savais dès le départ que je voulais enfanter à la maison. Et je Oui. savais surtout dès le départ que je ne voulais en parler à personne parce que je ne voulais pas reproduire ce qui s'était passé lors de ma première grossesse. Donc, j'ai dit à tout le monde que j'allais à l'hôpital, que je faisais un suivi médical. Comme ça a rassuré tout mon monde et personne ne m'a trop posé de questions. Et du coup, j'ai décidé de me faire suivre par une doula également, qui m'a beaucoup aidée à me mettre dans ma bulle et à rester dans ma bulle tout au long de la grossesse, parce que j'ai vécu des petites expériences qui n'étaient pas forcément très cool, hein, des expériences qu'on vit tous de conflictuelles ou de tensions ou des petits problèmes de vie. Et elle m'a beaucoup aidée à rester dans ma bulle tout au long de cette grossesse. Donc j'étais vraiment pendant 9 mois euh, dans une petite bulle de bonheur. Ça s'est beaucoup ressenti parce qu'on était très connectés avec mon bébé. Il bougeait beaucoup dès les premiers jours. Ça a été assez fou. Donc, très, très belle grossesse. J'ai pu retrouver une sage-femme en AAD, enfin même deux sages-femmes parce qu'elles travaillaient en binôme, qui étaient beaucoup plus proches de mon domicile cette fois parce que je m'y étais pris très tôt. Oui. Et donc voilà, j'ai fait un super, beaucoup de cours de préparation à l'accouchement. J'en ai fait avec mes sages-femmes, puis j'en ai fait avec ma doula. Avec ma doula, c'était vraiment top. On allait faire des méditations dans la forêt, dans la rivière. On a fait beaucoup de sophro. On a fait beaucoup de rendez-vous aussi avec mon mari, parce que c'était très important qu'il enfante avec moi et pas qu'il soit spectateur comme ce qu'il avait été la première fois. Wow. Donc très, très, enfin, beaucoup de préparation. Je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans que je fasse pas de préparation. Et je me suis également offert un package de massage prénatal. Donc, après toutes les 3 semaines, j'avais une masseuse qui venait à la maison prendre soin de moi. Et cette grossesse, j'ai vraiment pris soin de moi de A à Z. C'est-à-dire que il y avait une semaine, c'était des massages. La semaine d'après, j'allais chez l'esthéticienne. La semaine d'après, j'allais me faire masser dans un spa. Enfin voilà, c'était vraiment, je voulais qu'on cocoon tout au long de ma grossesse parce que j'ai vraiment pris conscience que c'était extrêmement important que je Ouais. sois détendue pour que mon bébé soit détendu. Ouais. Et puis bah, la deadline, comme je dis, a commencé à approcher. J'ai eu des contractions un mois avant qui ont commencé, mais très confortables. Je sentais qu'à chaque contraction, c'était
c'était mon corps qui s'ouvrait pour accueillir mon bébé. Donc, c'était même un bonheur de les accueillir, ces contractions. Et puis, samedi matin, j'ai travaillé un petit peu. J'avais quelques rendez-vous le matin avec des conseillères, des clients. Et puis, je me souviendrai toujours que j'ai laissé un dernier message vocal à une personne que j'apprécie énormément, qui est à l'autre bout de cette ligne d'ailleurs. Je t'ai envoyé un message où je t'ai vidé mon sac sur mes émotions pourries que j'avais traversées, parce qu'il n'y a pas eu que du positif, hein, il y a eu aussi pas mal de petites aventures un peu négatives durant cette grossesse, avec des conflits, des tensions. Et je t'ai laissé un vocal et je t'ai vidé tout ça. Alors que j'en parlais pas vraiment durant ma grossesse, parce que vu que je voulais me mettre dans mon cocon, je faisais un petit peu abstraction de tous ces problèmes. Et puis là, je t'ai laissé un message vocal, puis je t'ai dit, voilà, j'ai vidé mon sac. Oui. J'ai raccroché. Mon mari est arrivé pile à ce moment-là dans la cuisine et là, j'ai eu une contraction qui était quand même différente. Et il me regarde, il me dit, oh oui, c'est quand même différent, ton visage est différent, j'ai l'impression que le travail commence à être actif. Et moi, je lui dis, bon, pas spécialement. Enfin, oui, peut-être, peut-être que c'est différent, oui, mais on va pas s'enflammer. J'ai quand même accouché en 48 heures pour la première, ça va être long. Donc, on mange, des contractions, mais pareil, je les traverse très facilement. Je décide d'aller me coucher et puis pour faire une petite sieste, parce que je suis une grande addict de la sieste. Ne cherchez pas à prendre rendez-vous entre 13h et 15h, ce n'est pas parce que mes enfants font la sieste. Et du coup, j'essaye d'aller faire une petite sieste, mais là, réveillée par des contractions, mais plutôt que je peux comparer comme si on a une crampe au mollet, tu vois. Donc, Mhm. ça fait pas spécialement mal, mais ça dérange, on peut pas dormir. Et puis là, mon mari arrive avec notre tambour chamanique, parce qu'on a un tambour chamanique à la maison. Puis il commence à faire quelques sons avec le tambour. Du coup, à chaque contraction, moi, je chante, parce que j'avais fait beaucoup d'études sur le fait que plus j'allais détendre ma mâchoire, puis plus mon col Mhm. allait se détendre, parce que c'est complètement connecté. Donc là, je fais beaucoup, beaucoup de vocalises. Ma fille fait les vocalises avec moi. Mon mari est à côté avec le tambour. Enfin, moment magique, comme tu peux Ouais. l'imaginer, dans ma chambre. Puis à la fin, il s'arrête et puis il me dit, bon, je vais quand même appeler Anne-Christine, notre doula. Je crois qu'elle est dans les parages. Elle avait une maman à voir pas très loin. Je vais lui dire de venir me prendre le goûter à la maison. Comme ça, elle pourra me dire ce qu'elle en pense. On voulait vraiment pas déranger la sage-femme, parce que les sages-femmes en AD, tu les déranges pas comme ça, quoi. Oui. Et donc, Anne arrive, je m'installe dans le salon et puis on mange une petite glace tout en papotant. Et là, elle me fait remarquer que toutes les 8 minutes ou 6 minutes, je sais plus, j'ai des contractions. Et en fait, dès que j'ai une contraction, je m'arrête, je chante, j'arrête de chanter, la contraction s'arrête, puis je continue à lui parler, mais comme si je te parle là, quoi, sans rien, quoi. Normal. Et puis, à un moment, juste avant qu'elle arrive, en fait, mon mari allait me faire un exercice où, en fait, il vient se mettre dos à moi, enfin, dans mon dos, il soulève mon ventre avec ses mains. L'objectif étant de replacer bébé dans le bassin s'il est un peu sur le côté. Donc, on avait voulu faire cet exercice avant qu'Anne arrive, mais vu qu'elle avait sonné entre-temps, on n'avait pas mis l'exercice en pratique. Donc, je dis à Anne, bah, si tu veux, Anne, est-ce que tu peux aller dans la salle de jeu avec Joy? Comme ça, on va se relaxer un petit peu avec David et puis il va faire cet exercice-là. Donc, il me fait cet exercice qui dure littéralement, allez, 5 minutes. Et puis là, gros coup de fatigue, je lui dis, bah, écoute, je vais aller m'allonger. On avait installé un matelas dans le salon. Je lui dis, je vais m'allonger. Tu peux dire à Anne qu'elle peut rentrer tranquille. C'est bon, ça va, j'ai plus de contractions. Nickel. Ouais. Je m'allonge. Il s'assoit à côté de moi. Il me masse un peu les chevilles. Il y a beaucoup de points d'acupression au niveau des chevilles, des pieds qui aident à déclencher le travail aussi. Et ça, Lui, il c'est était ta vraiment doula qui hop. t'a montré les points Ça, d'acupression? on l'avait appris au Canada. Ok. On avait fait des cours d'autonomie et il nous avait appris ça avec la méthode Bonaparte, tu Oui. sais. Mhm. Donc du coup, je m'allonge et puis il me masse. Je sais pas pourquoi il me masse, parce que pour moi, ma doula allait rentrer, puis on allait reprendre le cours de notre vie, mais lui décide de me masser les pieds. Bon, un peu obstiné. Et, et là, je perds les os. Et là, grosse surprise, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Pour moi, j'avais pas du tout accouché aujourd'hui, quoi. C'était juste un pré-travail. Tout le monde allait rentrer chez soi. Donc, je perds les os, je comprends que le travail a commencé, mais toujours pareil, je me dis, OK, déjà, il est arrivé 48 heures après, tu as le temps,
ne rentre pas tout de suite dans le travail, parce que plus tu vas rentrer tôt, puis plus tu vas te fatiguer, en fait. Mmh. Donc, je décide d'aller prendre une douche, parce que bon, quand tu perds les autres, tu te sens un peu cracra quand même. Je vais prendre une douche. Là, dans la douche, de nouveau, des contractions, vraiment gérables. Je fais mes sons, puis ça passe. Et puis, je sors de la douche et on avait installé un jacuzzi dans le salon dans le but d'accueillir notre bébé dans l'eau. Et je dis à Joy, bah, viens avec Joy, on va avec maman, on va dans le jacuzzi se relaxer. Donc là, ça dure à peu près 20 minutes. Donc pareil, des contractions. Mais à chaque fois que la contraction arrive, je contrôle ma respiration, je me mets dans ma bulle, je fais mes sons, j'accueille et à chaque fois, je visualise mon corps qui s'ouvre. Et puis c'est surtout qu'en fait, je visualise surtout ça comme si j'étais au bord, avant que la contraction arrive, je suis au bord d'une rivière. Et quand je sens que la contraction arrive, je la repousse pas. Je saute dans la rivière pour me Mmh. laisser, pour me laisser couler dans l'eau, en fait. Pour pas être en mode je me rattrape au bord, je me fais mal, je suis toute crispée, etc., etc. Je veux pas sauter, j'ai peur. Non, 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 j'ai pas peur de sauter. L'eau, ça fait rien. Je saute dans la rivière et du coup, je me laisse bercer par le courant qui m'amène jusqu'à un prochain rebord. Et là, je sors de la rivière et je continue à marcher. Tu vois, c'est ça un peu ma visualisation. Ouais, ouais, c'est bien. Et, donc voilà, donc 4 ou 5 contractions avec ma fille dans le jacuzzi, on joue, on chante, il y a ma petite playlist en fond, on kiffe bien. Et là, à un moment donné, je dis à Anne, Anne, est-ce que tu peux venir récupérer Joy? J'ai besoin d'être tranquille, pas de bruit, tout doux, quoi. Donc elle prend Joy et puis ils partent à l'autre bout de la maison, à la salle de jeu. Mon mari s'installe à côté du jacuzzi. Je lui prends les épaules, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, écoute-moi bien, je vais mourir. C'est simple, je vais vraiment mourir. Je vais jamais y arriver. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. C'est la fin de ma vie, quoi. Et là, il me D'un coup. regarde d'un coup, alors que rien n'avant, aucune douleur, rien, nada. Et là, il me regarde, il me dit, dans ses yeux, je sens que en fait, il y a deux options. Soit il s'est dit, enfin, j'ai eu la réponse il y a quelques jours, mais à ce moment-là, je me dis, soit le mec est en train de se dire, il a compris que j'étais dans la phase de désespérance, ce qui veut dire que bébé est sur le point d'arriver. Ou alors, il me regarde en l'air de dire, non, mais là, ma pauvre, t'as encore 48 heures devant toi, tu vas jamais t'en sortir, quoi. Et du coup, adorable, il me dit, mais tu vas y arriver, la puissance est en toi, ton corps est fait pour faire ça, personne d'autre qui est capable de le faire à part toi, tu vas y arriver, on va y arriver ensemble, on va traverser ça ensemble et tu vas voir que ça sera extraordinaire. Donc là, je décide de lui faire confiance, je mets mes mains autour de son cou, et là, 3 contractions qui durent chacune 1 minute. Donc, 1 minute de contraction, ça s'arrête 1 minute de contraction, ça s'arrête 1 minute, et de nouveau 1 minute de contraction. Où là, je ne peux pas dire que j'ai eu mal, mais en gros, c'est grosse gueule de bois. Tu vois, quand tes organes ils partent dans tous les sens, ou alors tu sais, quand tu fais un rêve et que tu sens que ton corps quand tu fais un cauchemar et que tu sens que tu tombes dans le vide et que tu as Mmh. tous tes bras, tes jambes, ton corps qui part dans tous les sens, tu n'arrives plus du tout à contrôler ce qui se passe. Ou alors, un peu, tu peux comparer ça aussi, grosse gueule de bois, ou vraiment quand t'es. J'ai jamais été vraiment dans ce genre d'état, mais je pense que ça peut ressembler un petit peu à ça, où tu n'es plus du tout maître de ton corps, de ton esprit, enfin, il y a tout qui part en live. Et Mmh. c'est comme ça que ça s'est passé, mes 3 contractions, en fait. Donc, c'était pas de la douleur, c'était juste une désorientation de tout mon corps qui était en train, en fait, d'être transpercé par mon bébé, quoi. Ouais. Et d'être traversé par mon bébé, plutôt. Et, euh, et du coup, ça s'arrête. Ça s'arrête au bout de 3 contractions, ça s'arrête. Et là, je regarde mon mari, je lui dis, bon, bah, ok, c'est bon, est-ce que tu peux m'aider? Parce que j'ai envie d'aller aux toilettes, en fait. J'avais mon corps qui poussait. Et moi, je pensais que c'était parce que j'avais envie d'aller aux toilettes, parce que ça faisait vraiment la même sensation. Et là, je commence à essayer de sortir du jacuzzi, et impossible, les jambes étaient vraiment trop raplapla. Et du coup, je lui dis, non, mais il faut que tu me portes, il faut que j'aille aux toilettes, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Il me dit, écoute, on n'est plus à ça près, on est mariés depuis des années. Enfin, il n'y a pas de souci, ne sois pas pudique par rapport à ça. Si tu as envie d'aller aux toilettes, bah, reste dans le jacuzzi et il n'y aura vraiment pas de malaise entre toi et moi par rapport à ça. Enfin, voilà, Mmh. je suis là pour ça, quoi. Et puis, de toute façon, j'aurais beau avoir voulu me retenir, mon corps poussait. Donc là, mon corps pousse une première fois, je mets ma main, puis je sens rien, tu vois. Il n'y a rien qui sort de mon corps. Que ce soit à l'avant, à l'arrière, il n'y avait rien qui sortait.
Et puis, je pousse une deuxième fois, puis rien ne sort non plus. Mais du coup, ma main, je me suis dit, oh, c'est peut-être que que tu n'es pas assez souple pour aller toucher cette partie-là de ton corps. Donc, essaye de lever le... Maman, ah, si je rigole, maman est trop souple. Maman est trop souple. Et donc, je décide de lever mes pieds et de les poser sur le rebord du jacuzzi pour voir ce qui se passe avec mes yeux et pas avec ma main. Et là, mon mari me dit, bah, il est là. Le bébé était sorti, en fait. Mais je n'avais absolument rien senti. Donc, Swan était là, la tête de Swan était en dehors de mon corps. J'étais allongée en mode planche sur le jacuzzi. Et là, il s'est passé un truc de dingue, c'est qu'on s'est tous les deux regardés avec mon mari et on a vécu un espèce de vortex de surdimensionnel où tout notre monde s'est vu changer, en fait. Autant quand on a vu notre fille pour notre première fois, on avait vraiment été connectés à notre pouvoir de parents, puis à elle, etc. On était en admiration devant son petit visage, devant son petit corps. Là, pour Swan, c'était différent parce qu'on avait déjà vécu la naissance d'un enfant. Mais là, on était juste, on savait qu'on s'était préparé durant tout cet accouchement, qu'on croyait vraiment profondément que toutes les femmes étaient capables d'enfanter chez elles, et enfin, pas toutes les femmes, mais que la plupart des femmes étaient capables d'enfanter chez elles sans douleur, dans la puissance. Et là, le fait de le vivre, on a vu la tête de Swan sortir et on s'est regardé, on a dit, ah, mais en fait, oui, c'est vrai, ça existe vraiment pour de vrai, de vrai, de vrai. Tout ce dont à quoi on s'est préparé durant tous ces mois, tu as toujours une petite part de toi qui te dit oui, mais si, mais peut-être que non, peut-être que tout ça. Et du coup, là, c'était devenu concret, vrai, Ouais. de vrai, de vrai. Et du coup, on était là en mode choqué. La société t'a menti depuis des années et on t'a fait croire que tu dois aller à l'hôpital pour accoucher. On t'a fait croire que tu dois vivre un accouchement médicalisé, qu'il faut que tu sois allongé, les quatre fers en l'air, avec 15 personnes autour de toi, avec des blouses blanches. On t'a fait croire plein de choses, en fait. Mais non, la vraie vie, tu es capable de faire ça parce que c'est ta vraie nature, en fait. Il n'y a rien de plus naturel, il n'y a rien de plus inné que ce qu'on vient de faire ensemble. Et donc là, un peu abasourdi, un peu sonné par ça, il décide quand même d'appeler à Anne qui était dans l'autre pièce. Et il lui dit, bah, Anne, viens, dépêche-toi, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous rejoindre? Donc Anne débarque, elle avait posé notre fille dans son lit auparavant. Et là, elle comprend pas ce qui se passe parce qu'elle m'a pas entendu crier, elle m'a pas entendu geindre, elle m'a pas entendu avoir mal, alors qu'elle était dans la pièce juste à côté. Et là, David lui dit, bah, Swan est là. Et elle lui dit, mais comment ça, Swan est là? Il dit, bah oui, Swan est dans l'eau, il faut que tu m'aides. Et il est à moitié sorti, il faut qu'on l'aide à le sortir entièrement. Et en fait, j'étais en mode allongée, en mode, je faisais que dire, oh, mon Dieu, mais j'y suis arrivée, mais c'est pas possible, j'y suis arrivée, j'y suis arrivée. En mode complètement teubée, la meuf, elle n'arrivait pas à dire autre chose que ça. Madoula arrive, saute dans le jacuzzi, je la regarde et je dis, non mais Anne, regarde, j'y suis arrivée, j'y suis arrivée. Et là, tous les deux me regardent et me disent, mais c'est pas fini, hein. Et je leur dis, oui, mais bon, quand même, j'y suis déjà arrivée, j'y suis déjà arrivée. Puis j'avais pas mal. Enfin, c'était fou. Je faisais que leur dire, mais j'ai pas mal, mais comment c'est possible que j'ai pas mal? Et donc là, ils me disent, bah écoute, il faudrait que tu pousses. Donc j'essaie de pousser dans cette position, mais qui n'était pas du tout physio parce que j'étais Ouais. allongée. Comment veux-tu faire sortir un petit bébé dans cette position, même si c'est ce que la culture d'aujourd'hui t'enseigne, c'est juste impossible. Donc, ils me disent, mets-toi debout, puis j'entends rien. Je suis là, mais mon petit bébé, mais j'y suis arrivée, j'y suis arrivée. Et puis là, ils me le disent une fois, deux fois, trois fois, puis au bout de la troisième fois, je sens qu'il y a quand même une petite dose d'adrénaline qui sort de leur voix, et qui me disent, ouais, ok, là, t'es bien mignonne à faire la planche dans ton jacuzzi, mais il y a un bébé à faire sortir, donc ni Anne ni moi sommes professionnels. La sage-femme est toujours pas arrivée. La tête du bébé est à moitié dans l'eau, à moitié hors de l'eau. Donc là, tu arrêtes ton délire de la meuf surpuissante qui est en admiration devant elle-même et tu vas te lever puis tu vas faire sortir ce bébé, quoi. Donc j'essaye de pousser dans cette position, ça ne marche pas. Du coup, je me mets debout et là, en fait, j'ai même pas eu besoin de pousser avec la loi de l'attraction. Mon mari a mis ses mains en dessous et il a récupéré son fils. Et voilà, Magnifique. magnifique. Donc là, bon, bah, forcément, on s'est mis à pleurer dans le jacuzzi. Anne est allée chercher notre fille qui était dans son lit, qui nous appelait maman, papa, maman, papa. Et elle nous a rejoints dans le jacuzzi. Et puis voilà, donc bébé toujours accroché à son placenta qu'il fallait ensuite faire sortir. Donc je suis sortie du jacuzzi, je suis allée m'installer sur le matelas qu'il y avait à côté, le même matelas où j'avais perdu les os trois quarts d'heure auparavant. Et la sage-femme est arrivée à ce moment-là parce que ben, ça a été tellement rapide qu'elle n'a pas eu le temps de venir. Et donc, le placenta était là, j'avais plus de contraction. Elle m'a dit, écoute, bah, il faut qu'on trouve le moyen de
de te faire sécréter un maximum d'oxytocine pour que le placenta sorte. Donc, tu vas prendre tes deux enfants, tu vas les mettre chacun au sein et puis tu vas les regarder droit dans les yeux et tu verras que ton placenta arrivera comme par magie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis allongée, Swan à gauche, Joy à droite. Ils se sont tous les deux mis au sein et le placenta est sorti naturellement. Ouais. Donc voilà. Et puis ensuite, elles se sont occupées de mon placenta parce que j'avais prévu plein de rituels. J'ai fabriqué un tambour avec les membranes de mon placenta. On a fait deux tableaux d'empreintes de mon placenta encore en sang. Et puis ensuite, on a fait un bébé lotus. Donc elles se sont occupées de tout ça. C'était juste merveilleux. Et puis voilà, ensuite, je suis retournée me prélasser un petit peu dans mon jacuzzi en observant toute cette scène de ces merveilleuses femmes qui étaient en train de s'occuper de mon bébé, de mon placenta, de mon mari qui était là à me regarder avec admiration parce que voilà, il était fier de ce que je venais d'accomplir, de ce qu'on avait accompli ensemble, de ma fille qui était en train de dessiner et elle aussi, elle voulait faire l'empreinte du placenta, donc elle était en train de dessiner tout en mangeant sa glace à la framboise et en faisant des milliers de bisous à son petit frère. Donc, ça a été vraiment magique. Et puis ensuite, je suis sortie du jacuzzi. Il a fallu me recoudre parce que j'avais besoin d'être recousue un petit peu. Bon, là, ça a été vraiment extrêmement douloureux. C'est la phase de mon accouchement qui a été le plus douloureux parce que bah, tu es à la maison, donc tu n'as pas Oui. d'anesthésie réellement. Tu as une petite anesthésie locale. Mais voilà, quand je raconte aux gens que la partie la plus douloureuse de mon accouchement, c'est le point que j'ai eu, ils rigolent parce que c'est vraiment pas grand-chose. Et puis voilà, ensuite, je suis allée prendre une douche avec ma doula. Elle m'a accompagnée jusqu'à la douche et puis elle m'a donné ma douche. Elle s'est vraiment bien occupée de moi pendant que ma sage-femme est allée installer mon mari et nos enfants dans notre lit. Elle a mis des alaises pour protéger mes draps parce que forcément, je perdais encore un petit peu de sang. Elle a installé le bébé avec son lotus dans le lit pour qu'on soit tous confortables. Ils nous ont de nouveau amené tous des glaces dans notre grand lit. Et puis, toutes ces petites fées sont reparties chez elles. Donc, il y avait ma doula, ma sage-femme et on avait appelé une amie photographe qui est arrivée bah, vers la fin. Après que Swan soit sortie, elle a pu prendre plein de photos de quand elle faisait le rituel avec le placenta, des moments de famille, des moments voilà, des souvenirs qu'on va garder à jamais, mais j'avais vraiment envie de les immortaliser Ah oui. ouais. Donc elles sont toutes les deux reparties de façon très discrète. On les a même pas entendues repartir. Puis à 23h, on était tous dans le lit et on s'est couchés, voilà. Et puis la vie a continué. Waouh. Bon, bah merci parce que en fait, heureusement que tu me racontes ça parce qu'il y a, j'ai eu beaucoup plus d'informations que sur ton post Instagram. Cool. Et si on revient par rapport à la doula, du coup, tu as choisi de prendre une doula cette fois-ci et pas la première fois. Pourquoi? Pour être maternée. Ouais. Et Je pouvais pas être maternée par les femmes de ma vie parce qu'elles n'avaient pas la même vision que celle que je voulais apporter à mon enfantement et j'avais pas envie de partir en croisade pour les convaincre de quoi que ce soit. Chacune est libre d'avoir une vision de l'enfantement comme elle le souhaite. Mais moi, j'avais envie de trouver quelqu'un qui partageait exactement la même vision que la mienne et surtout qui était capable, si elle n'avait pas la même vision, d'accepter tout ce que j'avais envie de faire. mm, ouais, sans aucun jugement, en fait. Ouais, Quelqu'un c'est ça, d'objectif. C'est exactement. quand tu prends quelqu'un de ta famille, il y a toujours quelque chose quand même Mm, qui intervient. c'est ça. Et du coup, l'accompagnement de ta doula, comment ça fonctionnait? Donc, tu as eu beaucoup de séances avant la naissance. Alors, en fait, il y avait plusieurs formules qu'elle proposait, donc soit des suivis en groupe, soit des programmes de 2 ou 3 séances avant l'accouchement, ou soit des gros packages de 10 séances où elle vient aussi le jour de l'accouchement, etc., etc. Donc, moi, j'ai choisi celle-ci. Donc, on a eu un rendez-vous par mois et j'ai 3 rendez-vous en postpartum. Donc, j'ai déjà eu un premier rendez-vous où on a fait un soin Reiki. La semaine dernière, donc pour le deuxième mois après l'accouchement, on a fait notre récit d'enfantement, mais celui de David versus le mien pour voir s'il y
il n'y avait pas eu des petits loupés. Puis elle nous a aussi fait son récit d'enfantement parce qu'elle était présente. Donc on s'est rendu compte que sur certaines choses, on n'avait pas la même notion du temps ou la même notion de choses qui avaient pu se passer. Donc Mhm. c'était super intéressant. Et puis là, la dernière séance, on va retourner faire une méditation, parce qu'on avait fait une méditation au bord de l'eau, avec beaucoup de sons aussi, parce que moi j'adore les instruments de musique, j'adore jouer de la musique, même si je ne sais pas jouer de la musique, j'adore jouer de la musique. Du coup, on va retourner avec Ça, nos enfants et mon mari au même endroit pour que la boucle soit bouclée, en fait. wow, d'accord, magnifique. Après, la musique, ça peut être instinctif aussi. Oui, Si t'es quelqu'un qui fonctionne bien à l'instinct. c'est vrai. Ok, bon bah écoute, super. Est-ce qu'on peut terminer juste avec une question quels sont tes mentors, tes inspirations ou des ressources à nous partager? Waouh! Ça fait Mhm. beaucoup. Ah non, c'est que j'en ai tellement. Si je m'en doute. Vas-y, bah écoute, essaie de choisir déjà dans les mentors, peut-être 3 personnes que tu Alors, connais ou que tu connais pas. Moses, c'est la personne qui m'a permis d'ouvrir la porte de ma spiritualité. Je le vois un peu comme mon gourou. Alors, je sais que ce mot en France est très mal vu, mais moi, c'est pour moi très important qu'on ait tous un gourou dans notre vie. Puis, Moses, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui m'a permis d'avoir une philosophie de vie et de voir la vie complètement différemment. Donc voilà, Moses. Euh, Ensuite, oh là là, mais c'est tellement difficile ta question. Louise Hay aussi, que je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une grande dame qui n'est plus dans ce monde, mais qui a écrit énormément de livres en développement personnel. Et je ne sais pas si c'est parce qu'on a ce même prénom, qu'on a un prénom en commun, mais j'apprécie beaucoup. Euh, et puis, Julia Roberts. Bon. Cool. Et des ressources? Est-ce que tu as un livre ou une chaîne de podcast, une chaîne YouTube? Ouais, j'adore Mmh. un bouquin que je lis, que je relis, que je re-relis, c'est Je deviens super conscient. OK. Celui-là, il est vraiment ouf. Euh, la Bhagavad Gita aussi. Alors, je l'aime pas ce livre parce qu'il me donne une migraine à chaque fois et c'est tellement difficile de le lire pour moi. Mais en fait, c'est juste qu'à chaque fois que j'ouvre une page de ce livre, malgré le fait que ça me saoule parce que je comprends rien, ce qui a marqué, bah, j'apprends quand même toujours quelque chose. Donc, la Bhagavad Gita, c'est la Bible du yogi, en fait. D'accord. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis, ouais, il y a une application qui s'appelle Gaia, que j'ai téléchargée il n'y a pas longtemps, qui est une vraie mine d'or. Il y a plein de vidéos dans le développement personnel, de podcasts. C'est vraiment chouette. Donc, ça me plaît beaucoup aussi, cette ressource. Cool. Ouais. Bon. Eh ben, merci Louise d'avoir partagé tout ça Avec avec plaisir. moi et avec les futurs auditeurs et auditrices. J'espère que vous aurez le courage d'écouter ce podcast d'1h22 jusqu'au bout. Et encore, j'ai plein de questions encore. On va pouvoir faire la partie 2, la partie 3 et la partie 4. D'accord, comme Harry Mais Potter, hein, tome 5. voilà, c'est ça. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup et puis à très vite, hein, Ouais, à sûrement. très très vite, Audrey. Passe une belle Merci. soirée. Bye Au bye. revoir Louise. Bye bye. Bye. Merci pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à le noter sur les plateformes d'écoute. Si vous avez des idées d'interview ou si vous avez envie que je parle de votre projet, n'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram, @audreydoula, ou sur mon site internet www.audreydoula.com.